l'un de vos proches venez de recevoir le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Malgré le choc de cette annonce, il est important que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Bonjour, je m'appelle Anne Baudry. Moi et ma famille avons aussi été touchés par la maladie d'Alzheimer. En fait, cette maladie touche près d'un Canadien sur 20 âgé de plus de 65 ans. Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à comprendre les changements qui se produiront dans les années à venir. L'évolution de la maladie d'Alzheimer est une série de vidéocassettes et de livrets d'informations sur la maladie d'Alzheimer. Les 3 premiers modules, destinés aux aidants naturels, correspondent aux 3 phases de l'évolution de la maladie. Ce 4e module s'adresse aux personnes atteintes de la maladie et aux aidants. Dans ce programme, nous examinons les effets de la maladie d'Alzheimer sur le cerveau, les parties du cerveau qui commandent nos actions et nos pensées et les conséquences de la mort des cellules nerveuses sur le comportement de la personne atteinte. Mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, c'est aussi mieux comprendre les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Vous trouverez d'autres informations sur les changements provoqués par la maladie dans le livret qui accompagne cette vidéocassette. L'évolution de la maladie d'Alzheimer est progressive, c'est-à-dire que l'état de la personne atteinte s'aggrave avec le temps. Actuellement, ses causes sont inconnues. Il n'existe pas de traitement curatif, mais il y a des traitements pour soulager certains symptômes. Pour mieux comprendre la maladie, il est important de savoir que les modifications de comportement peuvent être liées à des altérations spécifiques du cerveau. Bien que les symptômes puissent varier d'une personne atteinte à l'autre, l'évolution de la maladie est généralement prévisible. Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Les connaissances plus approfondies du cerveau et de sa chimie devraient permettre des avancées spectaculaires dans le diagnostic et le traitement de cette maladie. Le cerveau humain se compose de plusieurs parties, toutes reliées entre elles, mais distinctes. Le cerveau est en fait un gigantesque réseau de communication formé de milliards de cellules nerveuses appelées neurones. Les neurones reçoivent et envoient des messages sous forme d'influx nerveux qui cheminent à travers un réseau très complexe. Pour comprendre les effets de la maladie d'Alzheimer sur la fonction cérébrale, il est important de saisir les mécanismes de traitement de l'information qui interviennent dans le cerveau. Le cerveau est en quelque sorte le centre de contrôle du corps pour les actions et réactions aux stimuli dans notre environnement. Pour simplifier, voici comment il fonctionne. Un neurone transmet des influx nerveux aux neurones voisins par l'intermédiaire d'une axone. L'articulation entre les neurones est appelée synapse. Des molécules sont libérées à la terminaison des axones et traversent la synapse pour se fixer au récepteur du neurone voisin. Cette liaison peut provoquer l'excitation d'un nouvel influx nerveux et ainsi de suite. C'est une description simplifiée, mais c'est ainsi que se déroule la transmission des messages dans le cerveau. Je vais prendre un exemple banal de la vie de tous les jours pour vous montrer comment des fonctions contrôlées par différentes régions du cerveau sont étroitement liées entre elles. D'abord, vous pensez « j'ai envie d'une tasse de café ». À partir de là, les différentes parties du cerveau impliquées doivent déclencher toute une série de tâches aboutissant à la dégustation de votre tasse de café. Le cerveau doit allumer le moteur qui vous ordonne de vous lever et d'aller dans la cuisine. Puis, il doit se souvenir où est rangé le café. Vous devez reconnaître la boîte à café et comprendre qu'il y a une relation entre l'étiquette et le contenu de la boîte. Vous devez mémoriser et comprendre une séquence complète d'actions à effectuer pour préparer le café. Ouvrir la boîte, trouver la mesure et le filtre, doser le café et le verser dans le filtre. Vous devez savoir qu'il faut mettre un filtre dans le panier et comment le placer. Vous devez aussi savoir que le panier doit être placé d'une certaine façon dans la cafetière. Ensuite, vous avez besoin d'eau. Le cerveau doit faire le lien entre la représentation visuelle du robinet et l'action de faire couler l'eau. Vous devez savoir qu'il faut mesurer la quantité d'eau exacte et comment la verser dans la machine. Vous devez allumer la cafetière, attendre que le café se fasse, savoir quand l'opération est terminée avant de verser le café dans un bol ou une tasse. Et enfin, vous devez éteindre la machine. Votre cerveau doit vous rappeler que vous devez mettre du lait et du sucre dans le café, puis que vous devez porter la tasse ou le bol à vos lèvres pour le boire. La zone du cerveau qui contrôle le réflexe d'avaler doit fonctionner correctement. Et voilà, vous pouvez déguster votre tasse de café.
Comme vous le voyez, le cerveau doit effectuer toute une série d'actions compliquées pour réaliser une idée toute simple. La maladie d'Alzheimer altère non seulement la capacité d'un individu à commencer et à exécuter une opération comme celle que je viens de vous décrire, mais également sa capacité à percevoir la nécessité d'une telle opération. Un certain nombre de théories essaient d'expliquer les causes de ces altérations du fonctionnement du cerveau et de comprendre pourquoi, dans certains cas, elles peuvent provoquer la maladie d'Alzheimer. Ce que nous savons, c'est que la moindre altération de l'un des mécanismes du cerveau peut entraver son fonctionnement normal. On sait désormais que la maladie d'Alzheimer est caractérisée par la présence de deux structures anormales dans le cerveau, les plaques amyloïdes ou plaques séniles et les écheveaux neurofibrillaires. Les plaques séniles sont des dépôts protéiques plus ou moins denses qui se forment à l'extérieur et autour des cellules nerveuses. On ignore encore si elles sont la cause ou le sous-produit de la maladie d'Alzheimer, mais on sait qu'elles entraînent la destruction des neurones avoisinants. Dans les neurones atteints se trouvent des écheveaux de filaments anormaux que l'on appelle écheveaux neurofibrillaires. Il semblerait que ces enchevêtrements détruisent la structure interne des cellules. À la suite de la destruction des neurones par la maladie d'Alzheimer, les fonctions contrôlées par les régions du cerveau atteintes, comme la mémoire, le langage, la résolution de problèmes, etc., sont altérées ou disparaissent. Les neurones ne fonctionnent plus, perdent leur capacité à communiquer entre eux et meurent. Cette destruction des neurones s'accompagne d'une réduction de la taille et du poids du cerveau. On comprend mieux le fonctionnement du cerveau en observant les parties qui le composent. Les lobes frontaux, ici en haut et à l'avant de la tête. Les lobes pariétaux, ici en haut derrière les oreilles. Les lobes temporaux, qui sont les parties arrondies situées sous les lobes frontaux et pariétaux. Ils sont logés derrière les tempes et devant les oreilles de chaque côté du cerveau. Et enfin, le lobe occipital, dans la partie postérieure du cerveau. Une autre structure importante du cerveau est le système limbique, lequel est logé en profondeur dans les lobes frontaux et temporaux. Le cerveau peut également être divisé en deux régions, l'hémisphère gauche, qui contrôle le langage et la pensée analytique, et l'hémisphère droit, qui est responsable de l'orientation dans l'espace, de l'attention et de la pensée en général. Au fil du temps, la maladie d'Alzheimer atteint de nombreuses régions du cerveau. Elle ne prend pas la forme d'un événement spécifique, comme l'accident vasculaire cérébral qui survient brusquement ou comme certaines maladies dégénératives du cerveau qui touchent initialement le lobe frontal. Au début, chaque personne est atteinte d'une façon particulière en fonction de sa personnalité, de son histoire personnelle et de ses expériences. Mais par la suite, l'évolution de la maladie est caractéristique chez la plupart des personnes. Autrement dit, les modifications du comportement de l'individu peuvent être le signe de lésions dans certaines régions du cerveau. Examinons à présent les principaux sujets de préoccupation dans la maladie d'Alzheimer. Le système limbique intervient dans les émotions et la mémoire. Il relie les différents lobes du cerveau entre eux, leur permettant d'établir la connexion entre les souvenirs et le comportement. Il gère également les émotions et certaines fonctions quotidiennes comme le sommeil et l'alimentation. Le système limbique est attaqué dès le début de la maladie d'Alzheimer. Lorsque le système limbique est atteint, il arrive fréquemment que la personne, n'arrivant plus à retrouver un objet, pense qu'on le lui a volé. Elle peut alors se mettre en colère et accuser les autres d'avoir volé l'objet en question. Un moyen efficace de désamorcer la situation est d'éviter de contredire et de lui conseiller un plan pour retrouver ou remplacer l'objet perdu. Les lobes temporaux abritent la structure responsable de la mémoire, l'hippocampe, qui fait également partie du système limbique. C'est là que sont traitées la mémoire visuelle et la mémoire verbale. La mémoire verbale, ce sont les souvenirs de ce que nous avons lu, dit ou entendu. La mémoire visuelle, c'est la mémoire que nous sollicitons pour reconnaître les objets, les visages et les lieux pour nous repérer dans notre environnement. Les lobes temporaux contrôlent aussi la mémoire de l'apprentissage récent et la mémoire immédiate. Nous savons que les lobes temporaux sont atteints lorsque la personne commence à avoir des trous de mémoire. Elle oublie, par exemple, ce qui s'est passé il y a 5 minutes. Elle ne se souvient plus des événements récents. Elle vit dans le moment présent. La réalité se réduit à ce qu'elle voit.
Par exemple, si vous rendez visite à une personne atteinte de la maladie au-delà des stades légers, elle ne conservera aucun souvenir de votre visite après votre départ. Pour elle, vous n'êtes jamais venu parce que vous n'êtes pas là à cet instant. Elle ne peut plus établir de lien entre le temps et l'espace et la réalité du moment présent. La personne peut perdre ses aptitudes de vocabulaire et avoir de la difficulté à comprendre le sens des mots. Elle peut se rendre dans un lieu familier et ne plus se rappeler comment elle s'y est rendue, ni comment rentrer chez elle. Les lésions de la région temporale occipitale dans les deux hémisphères peuvent également provoquer une agnosie, c'est-à-dire l'incapacité de reconnaître des visages, des objets et des endroits connus. Pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, ce symptôme doit être terrifiant. Et pour les aidants, c'est l'un des symptômes les plus douloureux, car il marque le moment où l'être cher ne les reconnaît plus. Un conseil utile pour aider une personne à qui on a diagnostiqué l'agnosie consiste à placer des photos avec les noms des personnes qu'elle représente bien en vue tout autour d'elle. Ces photos l'aideront à se souvenir d'un moment particulier avec ses proches. L'agnosie s'applique également aux objets. Ainsi, la personne ne reconnaît plus un objet familier ou ne comprend plus son utilité, comme par exemple une brosse à cheveux. Les lobes pariétaux nous aident à organiser des tâches dans un ordre cohérent, comme par exemple s'habiller. Ils sont impliqués dans notre capacité à utiliser des outils ou effectuer des tâches dans un ordre logique, comme démarrer et conduire une voiture. La perte de cette capacité est nommée apraxie. Les lobes pariétaux contrôlent aussi notre faculté à comprendre des informations spatiales, par exemple le lieu précis où nous nous trouvons et l'emplacement des lieux et des objets. Cette région du cerveau nous permet de structurer les données perçues de manière à nous repérer dans l'espace. L'une des fonctions les plus importantes de notre vie quotidienne est la communication, qui dépend de notre faculté à gérer les structures et les schémas du langage oral et écrit. Le lobe temporal gauche intervient dans la mémorisation du sens des mots, alors que le lobe pariétal gauche nous permet d'utiliser les mots correctement. Lorsque le lobe pariétal gauche est atteint, la personne mélange les mots et les utilise à mauvais escient, ne comprend pas ce que disent les autres, utilise des généralités plutôt que des détails dans son discours et ne peut plus écrire clairement. Un autre exemple est le calcul mental qui exige d'utiliser des chiffres dans un ordre donné. Lorsque la région pariétale de l'hémisphère gauche est atteinte, la personne est incapable de compter son argent, de payer ses factures ou de s'occuper de son compte en banque. Si c'est le lobe pariétal droit qui est atteint, on remarque l'apparition de certains symptômes, comme perdre son chemin facilement et la difficulté à s'habiller. Le lobe frontal est la région du cerveau où nous prenons des initiatives, planifions et organisons nos actions. C'est la région qui nous permet d'anticiper afin de pouvoir planifier des tâches et définir des moyens d'atteindre nos objectifs. C'est aussi la zone initiatrice, celle qui nous met en marche, pour ainsi dire, et nous fait exécuter une activité ou un plan. Par exemple, si la personne vous semble apathique, désintéressée ou se désintéressant rapidement d'une tâche, il faut l'aider à commencer cette tâche. Sinon, elle se contentera de rester assise sans rien faire et sans réagir aux autres. Cette absence d'initiative ou incapacité à se mettre en marche se manifeste dans de nombreuses activités quotidiennes et peut être une source de frustration et de gêne pour la personne atteinte de la maladie et sa famille. Elle se replie sur elle-même et abandonne ses passe-temps et toutes ses activités. On peut également trouver un comportement inverse où la personne capable de commencer une activité est incapable de s'arrêter. Dans de nombreux cas, elle répète son action à l'infini. La surface basale orbitaire des lobes frontaux est la région du cerveau qui contrôle nos valeurs et notre comportement en société. C'est la région qui nous permet de comprendre la portée de nos actions et ainsi de savoir si elles sont adaptées à la situation. Lorsque cette région est atteinte, nous perdons cette compréhension et la faculté de contrôler nos actions sociales. Nous perdons toute inhibition. Ainsi, par exemple, le contrôle social normal qui nous empêche de piquer dans l'assiette du voisin ne fonctionne plus. Lorsque la surface basale orbitaire est atteinte, on observe aussi des symptômes comme le vol à l'étalage ou des comportements sexuels déplacés. Le sujet peut aussi avoir de la difficulté à interpréter les sentiments des autres ou leur réaction à ses propres faits et gestes. Cela peut être particulièrement difficile pour les aidants lorsque la personne pense qu'elle a effectué une tâche correctement
et que c'est l'aidant qui s'est trompé. C'est le résultat de l'altération de la capacité d'un individu à contrôler son propre comportement. La personne peut aussi être facilement distraite, abandonnant soudainement une activité. Le lobe occipital contrôle la vision, la faculté de voir et d'associer les couleurs, les formes, les angles et les mouvements de manière intelligible. Si la région corticale visuelle est atteinte dans l'hémisphère gauche, par exemple, la personne perd sa vision périphérique droite. Bien que le lobe occipital ne soit pas directement touché dans la maladie d'Alzheimer, les zones visuelles voisines qui nous permettent d'associer les éléments de la vision peuvent être atteintes, ce qui entraîne des troubles de la perception inhabituels, comme par exemple une perte de la perception de la profondeur ou l'incapacité de percevoir le mouvement. Bien qu'il soit impossible de régénérer les neurones détruits par la maladie d'Alzheimer, il existe plusieurs traitements et stratégies thérapeutiques susceptibles d'aider la personne atteinte de la maladie et l'aidant. Ces stratégies contribuent à réduire le niveau de stress des aidants et permettent à la personne atteinte de la maladie de vivre le mieux possible. Pour le bienfait des aidants et de la personne atteinte, il est important d'encourager celle-ci à s'adonner à des activités qui l'intéressent. Comprendre et tirer le meilleur parti des derniers points forts de la personne atteinte de la maladie est bénéfique pour celle-ci et pour les aidants. Il est également important que les aidants modifient leurs attentes, ce qui contribuera à réduire le stress de tout le monde. Le livret qui accompagne ce programme offre des informations complémentaires sur la relation entre le cerveau et le comportement et sur les moyens de s'adapter aux modifications occasionnées par la maladie. Pour en savoir plus sur la maladie d'Alzheimer, la documentation disponible et les groupes de soutien, appelez votre société Alzheimer régionale ou consultez notre site web à www.alzheimer.ca. Si vous avez besoin d'aide pour trouver le bureau le plus proche de chez vous, appelez la Société Alzheimer du Canada au 1-800-616-8816. La mémoire, ce n'est pas tout, vous savez. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent encore trouver du plaisir et des satisfactions dans leur existence. L'évolution de la maladie d'Alzheimer est une longue route, mais rien n'oblige à vous la faire seule. Il existe de l'aide aussi bien pour les personnes atteintes que pour les aidants. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous.